Du point de vue d'une conscience qui est occulte un peu. Okay? La curiosité, c'est un phénomène psychologique qui met l'ego en tension. Sur le plan humain normal, scientifique, c'est bon. Ça fait avancer la science, ça fait développer l'esprit de l'homme sur le plan psychologique. Mais la curiosité, quand elle va trop loin, et qu'elle met trop l'esprit de l'homme en tension, comme il va y avoir des météorites qui vont tomber sur la planète, qu'est-ce qui s'est passé en 69, autrement dit, les questions qui sont intéressantes, qui peuvent être intéressantes, mais qui n'ont pour l'individu pas qui n'amène pas à l'esprit de l'homme de repos. De la curiosité qui n'amène pas à l'esprit de repos, c'est pas bon. J'en parle souvent, effectivement, parce que c'est une date fatidique en ce qui concerne l'évolution. Il y a des gens qui ont vécu des expériences très particulières en 69, moi j'en suis un. Puis c'est une année qui avait été même prédit par Aurobindo Dalton comme étant une année où la lumière descend sur la planète Terre, c'est-à-dire que où le contact entre l'homme et l'invisible se fait au niveau du plan mental, et ainsi de suite. Fait que c'est dans ce sens-là que c'est une année importante. Tu peux aller plus loin là-dedans, puis développer, mais là, à ce moment-là, tu crées des formes, puis ça nous crée des conditions encore qui retardent notre évolution, puis qui nous empêchent de vivre notre esprit d'une manière relaxe. On a beaucoup besoin de relax aujourd'hui. La vie est très difficile. L'homme n'a pas réponse à des grandes questions. Il y a une phénoménologie mécanique sur la Terre qui est en train de se développer, qui est extraordinaire, la révolution technologique, et ainsi de suite. Il y a des bouleversements que l'humanité va vivre, c'est normal. Mais il ne faut pas que nous, les hommes, qui avons une certaine sensibilité, une certaine conscience, se préoccupent trop de certaines curiosités, de certaines choses. Parce que, premièrement, ça ne se produit pas comme on le pense. Ça ne se produira pas comme on le pense. Je vous donne un exemple. On regarde, par exemple, on prend les prophéties de Nostradamus, où Nostradamus dit que, quelque part dans le temps, la France sera envahie par le croissant. Fait que si tu lis au 18e siècle, puis tu lis dans Nostradamus que la France va être envahie par le croissant, ou même au 19e siècle, tu penses qu'il va y avoir une guerre, tu penses que les Arabes vont envahir, parce que le croissant, c'est les pays d'Arabie, vont envahir la France au niveau militaire, mais c'est pas ça qui se produit. Il y a une invasion de la France, mais ça se fait par l'immigration. La France, présentement, est envahie à cause de ce qui s'est passé en Algérie, et ainsi de suite. Ça fait que c'est très, très important de comprendre et de saisir, surtout quand on a une conscience ésotérique, une conscience un petit peu plus ouverte, de réduire le niveau de curiosité qu'on peut avoir. Que vous soyez curieux dans ce sens que vous vous intéressiez à lire des choses, à lire des livres, ça c'est une chose. Mais que vous vous engagiez trop émotivement par rapport à vos lectures, ça à ce moment-là, c'est plus bon, c'est pas bon, parce que vous nourrissez en vous des aspects de votre conscience astrale qui sont fondamentalement reliés au phénomène de la crainte. Lui, cet homme-là a écrit un livre très intéressant. C'est bien écrit son livre. Puis, il fait beaucoup de travail là-dedans. Puis, pour lire son livre comme il faut en être désengagé. Tu lis son livre, tu en es désengagé. À ce moment-là, là, tu bénéficies de son interprétation de la réalité. Ça, c'est le fun. C'est un dialogue entre l'auteur et toi en tant que lecteur. Mais si tu commences à lire des livres ésotériques ou occultes, des livres avancés, et à chercher dans ces livres-là trop de signification, parce que tu as trop de curiosité, à ce moment-là, vous allez avec le temps affecter vos vies. Parce qu'il va se produire chez vous un découplement entre votre conscience normale qui travaille, qui s'occupe des enfants, votre conscience diurne. Il va y avoir un découplement à cette conscience-là et votre conscience qui est assoiffée de réponse.
Et plus on est ésotérique ou plus on est occulte, plus on a une conscience assoiffée de réponses parce que on a un esprit qui est un petit peu plus volatile, un esprit un petit peu plus éveillé. Mais vous allez réaliser au cours de votre expérience, puis moi j'en suis une preuve très très convaincante, que moins pensez, mieux t'es. Là, vous allez dire, ben oui, vous tenez des conférences, puis vous parlez depuis 25 ans, ainsi de suite, puis vous remplissez des livres. Je remplis des livres, puis je parle. Seulement, je suis pas impliqué dans ce que je dis. Je n'ai pas la curiosité que soulèvent mes œuvres, parce que je pense pas. Fait qu'à ce moment-là, bon, je suis libre d'écrire, je peux écrire, je peux regarder n'importe quelle question, puis la développer pour l'âme, mais moi, en tant qu'individu, j'en suis pas victime. Sinon, ben, je serais absolument affecté dans mon état mental, je pourrais pas dormir, je pourrais pas fonctionner normalement. Puis c'est pour ça que dans mon expérience occulte, autrement dit, dans ma communication télépathique avec les plans depuis des années, je me suis aperçu que moins je reçois d'informations des autres, mieux je suis. Puis d'ailleurs, ils ne sont pas intéressés à m'en donner trop, parce que faut que ça serve. Si je donne l'information, ça sert, mais il faut que ça serve à l'extérieur de ma personne. Mais dans ma personne, ça sert aucunement à rien, parce que j'ai pas de curiosité. Maintenant, pas avoir de curiosité, ça ne veut pas dire être sans dessin, puis être borné, puis pas avoir de curiosité dans mon sens, ça veut dire pas souffrir de curiosité. Si vous souffrez de curiosité, si la curiosité vous débalance au niveau de vos corps subtils, prenez un break, allez au Club Med. Dans le sens que désengagez-vous un petit peu, prenez distance, puis ensuite, vous allez vous sentir mieux. Si vous alimenterez trop votre curiosité, surtout occulte, à ce moment-là, vous allez débalancer vos sens. Il y a un type là, qui est venu me voir ce soir, là, qui me disait que, le monsieur là-bas, qui est venu à mes conférences il y a plusieurs années, puis quand il est venu à ma conférence, ça l'a débalancé mes corps, ça a débalancé ses corps. Puis là, il revient en conférence, puis c'est normal, il n'y a rien là, parce que dans le fond, il n'y a rien là. Mais quand on n'est pas habitué, puis on a de la curiosité, parce qu'on a toute la curiosité au début. Je regarde le monde, mais là, en 1978, là, tu sais, c'était abominable ce qui se passait. Puis de l'autre côté, au cours des années, ça s'est tassé, puis le monde aujourd'hui, mais il y a un entre-jeu avec ma personne qui est absolument régulier. Puis le monde fonctionne, puis le monde sont moins affectés parce qu'ils ont moins de curiosité qu'avant. Autrement dit, il y a eu un ajustement qui s'est fait au cours des derniers 20 ans au niveau de l'intellect. Puis ça, c'est très important pour les gens qui s'avancent dans le domaine ésotérique ou dans le domaine occulte. C'est très important. C'est évident que souvent, j'aimerais ça avoir des conférences un peu plus entretenues avec des gens qui travaillent dans des domaines qui sont des domaines spécifiques, comme les gens qui spécialisent dans la recherche sur les ovnis, par exemple, c'est intéressant. Mais je suis obligé toujours, quand je le fais, je suis obligé toujours d'établir des paramètres. Il y avait un type en France de plusieurs années, je me rappelle plus tellement son nom, là, comment est-ce qu'il s'appelait le Français là, qui avait eu un contact avec les ovnis, là, non, pas réel. Pardon? Jean Miguel, c'était pas mon ami, là, mais c'était une connaissance. Puis, il était venu à une de mes conférences, puis il me disait, j'ai un code. Je peux les appeler quand je veux, j'ai un code avec eux autres. J'avais pris mon crayon, puis j'avais écrit le code sur du papier, puis ça l'a renversé. Puis je pense qu'il mentionne quelque part dans un de ses livres. Mais pourquoi ça l'a renversé? Parce qu'il n'était pas habitué à traiter avec l'information sans être impliqué. Ça fait que c'est très important pour les gens qui s'avancent dans l'étude des choses paranormales de prendre toujours distance parce que
premièrement, vous n'aurez jamais la certitude de ce que vous savez. Que vous soyez dans le domaine des études paranormales, du monde des esprits, les poltergeists, les ovnis, tout ça. Que vous soyez dans l'étude de n'importe quel domaine, soi-disant paranormal ou marginal, vous n'aurez jamais la preuve à 100% que ce que vous savez, c'est ça. Pourquoi? Parce que la méthodologie scientifique ne s'applique pas dans les mondes parallèles. Dans le monde matériel, quand tu découvres quelque chose, il y a une méthodologie, tu peux répéter l'expérience 100 fois. Tu vas toujours avoir les mêmes résultats. Quand tu as les résultats bien établis, après ça, la communauté scientifique peut dire, bon, mais ça devient une loi. On l'applique, ça fait partie des lois. Tandis que dans les mondes parallèles, l'expérience psychologique ou psychique ou astrale ou éthérique de l'ego est toujours en flux, c'est-à-dire que quand vous êtes en contact avec des mondes qui sont régis par d'autres principes que les nôtres, vous ne pouvez pas établir des liens avec vos connaissances dans la même proportion que vous le faisiez sur le plan matériel. Parce que ce sont des mondes différents, sinon ce seraient des mondes matériels, ce ne sont pas des mondes matériels. Puis on a de la difficulté à comprendre ça, puis à saisir ça. C'est pour ça que beaucoup de gens qui s'avancent dans les études savantes, ésotériques ou occultes, éventuellement débalancent leur corps, parce qu'ils s'attendent à découvrir dans ces mondes-là des statuts ou des états qui conviennent parfaitement à leur ego dans la matière. Et ça ne se produit pas de même. Si ça avait été comme ça, ça fait des siècles qu'on connaîtrait le monde de la mort, qu'on connaîtrait les mondes parallèles, qu'on connaîtrait tout ce qui se passe dans l'invisible. Il y a un type, il y a quelques années, qui a écrit un livre, un Américain qui a écrit un livre sur ce qu'il appelait les UFO biologiques. Biological UFOs. Puis quand vous lisez ce livre, l'as-tu lu ce livre-là? Je te le donnerai, bien intéressant. Quand vous lisez ce livre-là, c'est réellement fascinant. C'est réellement fascinant. Son interprétation de certains phénomènes ufologiques dans le désert, dans le désert américain, sur les mésas, là, sur les montagnes à tête plate, c'est extraordinaire. Par contre, si vous développez une curiosité trop acharnée par rapport à ces dictées-là ou ces informations-là, vous ne pourrez pas vous saturer psychologiquement. Parce que ce qui se passe, c'est que votre centre mental s'ouvre, puis en même temps que votre centre mental s'ouvre, c'est-à-dire que votre esprit se met en vibration, votre corps astral, lui, cherche à absorber une partie de cette énergie-là pour satisfaire votre ego. Puis, en faisant ceci, vous débalancez vos corps. Pourquoi? Parce que vous pensez. Fait qu'un type qui lit un livre comme ça, puis il y en a beaucoup de livres de cet ordre-là, automatiquement développe en lui une curiosité qui peut être suffisamment allumée pour débalancer son esprit pour le restant de ses jours. Ça, c'est une des raisons pour laquelle j'ai jamais été, à un certain moment donné dans mon expérience, par exemple avec Richard Glenn à Montréal, à un certain moment donné, j'ai cessé de faire des conférences avec lui, parce que j'étais intéressé à ouvrir sur le plan de la conscience supramentale, puis naturellement, Richard me revenait toujours sur le plan des études ufologiques. Puis, à un certain moment donné, là, je ne voulais plus en parler du phénomène OVNI, puis finalement, on a rompu notre travail là. Mais pour expliquer ou faire comprendre que la curiosité n'a pour l'homme aucune satisfaction intégrale quand elle traite de choses qui ne font pas partie de son monde. Si vous voulez la curiosité, utilisez-la en fonction de la science matérielle, des sens, en fonction d'une méthodologie scientifique, à l'université, dans vos laboratoires. Et là, vous pouvez utiliser votre curiosité
à l'extrême et devenir de grands penseurs, de grands théoriciens, de grands scientifiques. Mais sur le plan occulte, apprenez à vous restreindre au niveau de la curiosité et à ne traiter avec les sujets que d'une manière de plus en plus objective et désengagée. Si vous faites ça, bien à ce moment-là, il va se produire deux choses. Premièrement, vous allez commencer à développer une perception personnelle du phénomène humain. Si on me demandait à moi, par exemple, que j'étais willing, par exemple, d'en discuter, si on me disait, bon ben, c'est quoi Bernard ton opinion sur les ovnis biologiques, ou c'est quoi ton opinion sur les ovnis, ou c'est quoi son opinion sur ci ou sur ça, je vous donnerai mon opinion, ce qu'on appelle une opinion, c'est-à-dire que je vous répondrai en fonction de ce que vous avez besoin de savoir, point final. Mais moi, je ne m'impliquerai aucunement dans ce que j'énoncerai par rapport à votre personne, parce que je ne suis pas intéressé à ce que je peux savoir. Ma curiosité, elle a été brûlée dans la fusion. Et ça, c'est ma protection. C'est ça qui me permet aujourd'hui de parler de n'importe quoi, d'étudier n'importe quoi, de regarder dans n'importe quelle direction, mais de ne pas débalancer ma vie. Sans ça, je ferais assez erreur de Dieu. Fait qu'il est là le point, là. C'est pour ça que je me sers de votre intervention, pour parler de curiosité, puis vous verrez que dans votre expérience, depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans, vous allez en venir un jour. C'est un exemple. Le type avec des lunettes, là, toi là, les cheveux gris, vous allez en venir, puis vous allez être venu au cours des années à couler ça. Puis à prendre du recul, puis à prendre du recul, puis à prendre du recul. Puis à partir du moment où vous êtes capable de prendre du recul, ben à ce moment-là, les choses sont moins, le matériel, les connaissances ésotériques ou la recherche ésotérique est moins tendue, là. Il y a plus de relax là-dedans. Puis là, vous devenez plus parlable aussi, puis c'est plus intéressant. Sans ça, vous n'êtes pas parlable. Tu sais, le phénomène de la curiosité, il faut qu'il soit étudié par rapport à l'occulte ou par rapport au marginal. Il faut que vous le compreniez, ça. Parce que si vous ne le comprenez pas, vous allez vous embarquer dans des expériences puis dans des voyages qui vont vous mener nulle part. Nulle part. J'ai toujours dit que la connaissance, c'est une illusion. Le seul plan où la connaissance est utile, c'est dans la matière. Et même dans la matière, la connaissance a ses limites. Mais au moins, elle évolue, puis graduellement, elle en vient à se stabiliser. Par exemple, les lois de Newton, c'est les lois fixes. Ça ne bouge pas. Mais lorsque vous commencez à appliquer la recherche psychologique à des niveaux d'expérience qui sont totalement en flux, soit sur le plan astral, sur le plan éthérique, sur le plan mental, les ovnis, tout ça, là, tout ce qui fascine l'homme, tout ce qui concerne les origines de la conscience, les origines de l'humanité, vous allez voir un jour que le seul moment dans votre expérience où vous allez être sûr à 100% que l'homme ne vient pas du singe, c'est quand vous allez être sur un autre plan. Vous n'aurez jamais la certitude. Quand même qu'on écrira des livres sur l'Atlantide, vous verrez que les gens qui écrivent des livres sur l'Atlantide, bon, il y en a un qui va écrire un livre, ça va être dans une vibration, là, un autre va écrire un livre, c'est dans une autre vibration, un autre va écrire un livre, c'est dans une autre vibration. Il n'y a aucun œuvre ésotérique dans le monde, autrement dit, il n'y a aucun consensus ésotérique ou occulte dans le monde. Il y a plus de consensus dans la science matérielle dans le monde qu'il y en a en ce qui concerne les sciences paranormales. Deux physicists qui se rencontrent, ils parlent à l'intérieur d'un consensus suffisamment universalisé dans leur profession. Les médecins tendent vers ça, lentement. Les psychologues cherchent ça de plus en plus. Mais dans le monde paranormal, dans le monde occulte, le consensus n'existe pas et probablement qu'il n'existera jamais. Pourquoi? Parce que les entités astrales ou les entités dans le monde mental vous diront toujours que ce que l'homme doit connaître sur la Terre, ce n'est pas les envers de son histoire, autrement dit, ce n'est pas l'envers de son expérience spatio-temporelle, c'est comment il doit traiter avec
ces mondes-là qui interpénètrent et qui influent dans sa spatio-temporalité. C'est tout ce qu'ils veulent. Ils veulent que l'homme connaisse les lois de la vie. Ils veulent que l'homme sache comment traiter avec les forces qui travaillent à travers son ego, sa conscience, diurne, nocturne, tous les jours, pour que l'homme arrive à comprendre suffisamment les lois de la vie pour avoir une conscience éveillée. C'est tout ce qui les intéresse. Après ça, c'est la mort morontielle, en contradistinction avec la mort astrale. Et à partir de la mort morontielle, à ce moment-là, l'homme garde sa conscience et l'homme pourra commencer à construire et à développer de nouvelles civilisations qui ne font pas partie de l'agenda actuel de son âme sur le plan astral. Et dans l'évolution, ça va venir, et l'homme créera de nouvelles civilisations qui seront totalement à l'apogée de sa conscience. Et ça se fera au cours de son évolution jupitérienne. Mais en attendant, sur la Terre, la planète Terre, c'est une école pour l'âme. C'est seulement une école pour l'âme. Pas d'autre chose. C'est la seule raison pour laquelle l'homme vient sur la Terre, parce que c'est une école. Et le but de la vie cosmique, ce n'est pas de créer sur la Terre une civilisation permanente. Le but de la vie cosmique sur la Terre, c'est de permettre éventuellement que l'homme, en relation de conscience avec les autres plans, en arrive à un éveil suffisamment développé pour que le feu cosmique s'installe dans sa conscience, donne à son âme une vibration qui est suffisamment avancée ou élevée pour que le pont s'établisse entre l'invisible et lui-même en tant qu'être créatif. Et à partir de ce moment-là, l'homme gardera sa conscience, conservera sa conscience après la mort. Au lieu d'aller en forme astrale, l'homme ira en forme éthérique et l'homme pourra finalement commencer à développer des nouveaux systèmes de vie qui font partie d'un agenda cosmique qui n'est pas révélé encore aux initiés sur la Terre. Dans ce sens-là, la curiosité qu'on a aujourd'hui est simplement un manque d'expérience avec des données tellement vastes que si l'ego accédait à ces données-là, sa vie normale sur la Terre s'arrêterait et l'homme ne pourrait plus, sur le plan matériel, justifier son existence. Ça, on appelle ça la folie. Donc, pour que vous puissiez justifier votre expérience, c'est-à-dire garder un équilibre entre votre âme et votre corps matériel, regardez, comment est-ce que ça s'appelle l'actrice qui s'est suicidée hier, aujourd'hui, Pauline Julien, elle ne pouvait plus justifier son existence. Quand un esprit ne peut plus justifier, ou l'âme ne peut plus justifier son expérience, on n'est pas loin de la mort. Autrement dit, la fonctionnalité normale du corps mental éthérique astral se défait, et à ce moment-là, l'être veut sortir de son enveloppe matérielle. Alors, c'est la même chose en ce qui concerne un trop plein de curiosité. C'est pas bon. Et ça doit faire partie de l'enseignement des nouveaux temps pour que l'homme en arrive finalement à traiter avec des grandes choses, mais d'une manière réellement dirigée, contrôlée par lui-même et toujours à distance pour ne pas éveiller en lui trop de désir de connaissance qui ne reflète en fait qu'une illusion de l'ego. La connaissance, c'est une illusion. La seule chose qui est réelle, c'est la réalité, et la réalité ne fait pas partie, sur le plan matériel, des composantes psychologiques de l'ego. La réalité fait partie des vibrations qui nourrissent l'ego, qui nourrissent l'âme, qui nourrissent le mental et les causes subtiles de l'âme, pour donner à ce qu'on appelle l'être humain une viabilité qui dure tant d'années, 90 ans, 80 ans, whatever. Le reste, c'est purement philosophique, c'est purement idéologique, puis avec le temps, quand on a beaucoup d'expérience de l'invisible, on s'aperçoit que moins on en sait, mieux on est. Fait que, si vous commencez à aller sur les catastrophes, les comètes qui s'en viennent, puis les scies qui s'en viennent, vous allez avoir les vies toutes réglées. Parce que plus ça va mal. C'est pas que plus ça va bien. Parce que plus ça va mal, parce que tout est de plus en plus complexe. Fait qu'à ce moment-là, vous allez avoir des vies totalement débalancées. Donc, occupez-vous de vos vies, protégez vos vies contre la curiosité, puis servez-vous simplement d'un minimum de curiosité pour aller voir un petit peu partout dans le monde, dans votre acheminement, où se situent des choses
qui réfléchissent votre propre conscience. Qui réfléchissent votre conscience. Quand vous lisez quelque chose, vous devriez aller regarder ce que l'auteur dit, qui réfléchit votre conscience. Fait que vous pouvez dire, ce qu'il dit, je le sais, ça. Ce qu'il dit, je le sais, ça. Fait que si l'auteur dit quelque chose, puis vous le savez, ça veut dire qu'il y a un équilibre entre votre esprit et le sien. Mais si l'auteur dit des choses, puis il mesmérise votre esprit, à ce moment-là, c'est qu'il n'y a pas d'équilibre entre votre esprit et le sien, et par le fait même, votre esprit est mesmérisé, la curiosité devient chez vous, ou peut devenir chez vous, maladie, et c'est pour ça que soudain, des gens qui s'intéressent trop aux sciences ésotériques, sans avoir réellement compris ce phénomène de curiosité-là, débalancent leur vie. La première chose, tu sais, c'est qu'ils veulent plus travailler. Le travail les intéresse pas, la famille les intéresse pas. Il y a des gens qui perdent même leur sexualité quand ils s'ésotérisent trop. La sexualité les intéresse pas. Ils veulent, on dirait qu'ils veulent tout l'éviter, là, demain matin. Faites attention, hein? Faites attention. Occupez-vous de vos vies, puis restez vos pieds bien terre à terre. Oui. On peut parler de curiosité par rapport à soi-même? Curiosité par rapport à soi-même, non, parce que si vous saviez vous-même, vous n'en auriez pas de curiosité par rapport à vous-même. Fait que si vous avez de la curiosité par rapport à vous-même, c'est bien plus un exercice personnel que l'ego se monte ou se crée pour se satisfaire lui-même. C'est pour vous satisfaire vous-même. Vous autres, vous allez voir les diseurs de Bonaventure ou des voyants, ainsi de suite, puis vous vivez une expérience totalement différente de moi-même. Moi, si je vais voir une voyante, je vais totalement neutraliser ce qu'elle va me dire. Ça, c'est automatique. Je vais neutraliser ce qu'elle va me dire. Tandis que vous autres, vous allez voir une voyante pour voir ce qu'elle va vous dire. Puis à ce moment-là, vous vous mettez automatiquement sur la loi astrale, parce que les voyants ont des contacts sur le plan astral, et vous assujettissez votre vibration à la vibration de l'entité. C'est pas bon. Si vous allez voir un voyant qui vous dit, ce mois-ci, il va se passer telle chose, vous devriez être ça devrait automatiquement vous mettre en tension psychique si le voyant ne vous dit pas ce qu'il fait à votre affaire. Il y a une voyante qui est venue me voir, moi, de Hongrie, il y a plusieurs années. Et la femme, elle était très, très malheureuse parce que elle est allée voir une voyante qui avait dit que sa sœur était pour mourir à telle date, puis sa grand-mère mourait à telle date, puis une cousine mourait à telle date. Puis ils sont tous morts, hein? Puis finalement, la dernière personne qui devait mourir à telle date, c'était son mari. Fait que quand elle est venue me voir à la conférence, je me rappelle, c'était au Cégep Maisonneuve. J'ai dit, premièrement, madame, votre mari ne va pas mourir, là. J'ai dit, retournez-vous-en. Puis j'ai dit, le 25 février, j'ai dit, venez me revoir. Puis quand elle est venue me revoir, la dame, son mari n'était pas mort à la date qui avait été prévue par la voyante. Par contre, elle avait été très, très malade. Fait que j'ai dit à la dame, j'ai dit, la raison pour laquelle, d'abord, votre mari n'est pas mort parce qu'il y a eu une opposition. Il y a eu une opposition contre le plan astral. Puis, par contre, j'ai dit, vous avez été obligé de payer la note astrale, c'est pour ça que vous êtes devenu malade. Mais j'ai dit, la leçon à prendre de cette expérience-là, c'est que quand vous allez voir un voyant qui vous donne des mauvaises nouvelles comme ça, apprenez à ne pas les croire. Si vous les croyez, automatiquement, vous augmentez la probabilité astrale de l'expérience ou de l'événement. Et si vous vous mettez en opposition d'esprit, votre esprit va neutraliser le plan, la dictée ou la programmation sur le plan astral. Il y aura certainement des retombées pour rebalancer ça, parce que les énergies ne peuvent pas se perdre. Par contre, les influent sur notre monde. Mais en réalité, la vérité n'existe pas. Et si l'homme était réellement conscient de ça, il pourrait jusqu'à un certain point retarder énormément des échéances, empêcher énormément que se produisent certains événements, dans la mesure où il serait suffisamment conscient de son esprit sur le plan mental pour neutraliser ces influences astrales-là. Mais ça fait partie de l'évolution de l'homme.
ça fait partie du développement de sa conscience mentale, et ça fait partie aussi de la tendance à long terme de retarder sur la Terre les influences du monde astral, donc du monde de la mort. L'étude de soi-même, c'est merveilleux. L'étude de soi-même, c'est votre capacité en tant qu'ego d'évaluer votre relation émotionnelle ou mentale avec les événements. Quand vous vivez des événements, quand, supposons, vous êtes au travail, puis votre patron vous met à la porte, la façon dont vous réagissez mentalement et émotionnellement, ça fait partie de l'étude de soi. Quand votre femme vous divorce, comment est-ce que vous réalisez, comment est-ce que vous vivez l'expérience, ça fait partie de votre étude de soi. Votre étude de soi doit toujours vous amener à vous mettre en observation devant l'événement. Le reste, c'est purement psychologique. Fait que quand vous vivez quelque chose, vous avez une mesure. Quand vous vous mettez en observation, vous avez une mesure comment est-ce que vous réagissez émotionnellement et mentalement à certains événements. Et ça, c'est une grande étude de soi. Et c'est la seule que vous avez besoin. Et vous êtes les seuls à pouvoir vous la donner. Parce que vous voyez aussi au niveau de la portée de sa parole, on doit s'étudier aussi par rapport. La portée de votre parole, c'est la même chose. Quand vous parlez au monde, quand vous parlez à des individus, vous devez savoir, ou vous en arriverez à savoir ce que vous créez par la parole. Et quand vous parlez à l'homme, vous devez élever toujours son esprit, puis élever son esprit, puis élever son esprit. Mais ça prend du temps pour en arriver à pouvoir ça, parce que notre parole est très astralisée, puis l'ego est impliqué, et ainsi de suite. Mais avec le temps, une fois que l'homme va développer une certaine conscience transparente, et qu'il va parler à l'homme, automatiquement, il va élever par la parole son esprit, parce que il va créer dans le mental de l'autre une vibration qui est neutre. C'est-à-dire une vibration une énergie qui ne lui revient pas. Le problème, c'est quand on parle à l'homme, on a toujours une vibration qui nous revient. C'est comme si on n'est pas capable de donner à l'homme par la parole sans que ça nous revienne. Il faut toujours que ça nous revienne. Autrement dit, il faut toujours que l'ego soit flatté. On attend un compliment. On attend un compliment. Si on dit quelque chose, on veut que l'on dise « Ah, c'est extraordinaire ». On veut toujours être reconnu. On veut tout. Ça fait encore partie des illusions astrales de l'ego. C'est dommage, mais ça fait partie de la nature humaine. Mais ça va s'éteindre avec le temps, au fur et à mesure où l'homme va apprendre à corriger son tir. Au fur et à mesure où l'homme va devenir réellement maître de sa parole, parce que quand tu es maître de ta parole, tu n'es plus impliqué dedans. Fait qu'à ce moment-là, quand tu parles ou quand tu dis des choses à l'homme, la vibration est tellement neutre qu'il n'y a plus l'astral dedans, donc tu t'attends plus à ce qu'il te revienne quelque chose. À partir de ce moment-là, ton taux vibratoire change, puis c'est là que tu rentres réellement dans le plan mental et que tu peux apporter à l'humanité des réponses à différentes questions de n'importe quel ordre qui ne concernent pas toi personnellement, mais qui vont concerner celui qui a les questions. Fait que la réponse, elle va toujours être pour lui, ça sera jamais pour toi, puis elle va varier selon le nombre d'individus avec lesquels tu parles, puis toi, tu seras jamais impliqué dedans. Quand l'homme sera rendu à cette parole-là, l'homme aura ce qu'on peut appeler la conscience de son propre feu, c'est-à-dire qu'il deviendra maître de sa parole, l'homme pourra dire n'importe quoi, l'homme pourra expliquer n'importe quoi, et l'homme sera à la source de la connaissance, c'est-à-dire qu'il aura la capacité d'influer par ce qu'il dit, le monde des âmes, le monde astral, le monde des morts. Quand tu parles des morts, il n'y a pas d'ascendance. Les morts n'ont pas d'ascendance sur le mortel, quand le mortel est conscient. Quand tu parles aux morts, t'es capable de les aider, t'es capable de leur dire où ils sont, t'es capable de leur dire où ils devraient aller, t'es capable de les désengager du contact qu'ils ont avec certaines personnes dont ils affaiblissent les vibrations. Il y a toutes sortes de choses que tu peux faire avec les morts, puis dépendant de ton statut universel, puis dépendant de ta puissance créative, mais là, effectivement, tu peux créer beaucoup de remous dans ces mondes-là, puis les morts peuvent réellement, des sections du monde astral, peuvent réellement t'avoir en aversion, parce qu'automatiquement, cette sorte de parole-là, qui naît d'une nouvelle conscience, a tendance à les énerver. Ça a tendance à leur créer de la crainte, et ainsi de suite. Parce que ça déstabilise leur monde, ça crée des révolutions dans leur monde, et ainsi de suite. Mais ça fait partie du phénomène de se connaître soi-même. Puis,
qu'est-ce qui fait que quand on parle des espèces, c'est comme si on entend toi parler à travers nous autres, parce qu'on répète en gros pas la même chose. Ouais. Ce phénomène-là d'entendre la voix dans votre tête. Pas dans la tête, c'est qu'on utilise sensiblement le même vocabulaire. Ouais, mais il y a du monde qui m'entend dans leur tête. Puis ça, c'est simplement un phénomène de centricité. Parce que il y a encore trop de rappels entre ce que je dis et ce que vous dites. Mais le jour où il n'y en aura plus de rappels, puis que vous allez rentrer réellement dans votre identité, ça se produira plus, ça va s'éteindre. C'est simplement un phénomène d'association psychologique. C'est normal. Puis un jour, ça va disparaître, ça. Puis l'homme va rentrer dans sa propre identité, puis l'homme va utiliser des mots, des paroles qui font partie de son régime de conscience à lui. C'est intéressant, ça, quand on se rend arrivé. Il n'y a pas grand monde avec qui j'ai cette expérience-là. Il y en a quelques-uns là, avec qui j'expérimente ce régime de conscience de vie, là. Des gens que je peux dire, là, lui est réellement dans son autorité, puis moi je suis dans la mienne, puis on peut travailler ensemble, puis créer une autre architecture au niveau du mental. Mais ça fait partie de l'évolution, puis quand tu rencontres des gens comme ça, c'est très intéressant. Mais ça fait partie du développement naturel de l'homme, puis ça va venir au fur et à mesure où vous allez développer une grande certitude. La certitude, c'est... pour moi, la certitude, c'est le plus grand... La certitude, c'est... le plus grand avantage qu'un être humain, dans un corps matériel, peut avoir sur une planète expérimentale. Pas la connaissance. La certitude. La certitude découle de la connaissance. Si vous n'avez pas la certitude et que vous avez de la connaissance, vous pourrez jamais avoir la certitude de votre connaissance. Mais si vous avez la certitude et que la connaissance découle de votre certitude, vous serez toujours en pulsion créative et ce que vous serez, ça ne vous intéressera jamais parce que vous serez toujours obligé de traiter avec l'infinité. Tandis que si vous n'avez pas la certitude et que vous avez de la connaissance, vous serez toujours lié avec votre connaissance, parce que votre connaissance, ça sera l'identification que vous vous donnerez en tant qu'égaux par rapport au monde. Puis, alors, vous aurez toujours une tension psychique dans le mental. Puis quand vous parlerez aux gens, les gens sentiront toujours, moi j'appelle ça, les gens sentiront toujours que vous essayez de leur enseigner quelque chose. Les gens sentiront toujours que tu es un petit maître. Il y a toujours cette chose-là. Alors que si vous étiez dans la certitude, et que la connaissance découlait de votre certitude, comme la fontaine découle de sa propre source, à ce moment-là, le monde ne sentirait pas que vous êtes un maître. Le monde ne sentirait pas que vous leur donnez de la connaissance. Le monde sentirait simplement que vous patinez un petit peu plus vite qu'eux autres. C'est ça. Mais il ne sentirait pas que vous êtes un maître. Donc, il n'y aura pas de hiérarchie entre vous autres et l'homme. Puis quand il n'y aura plus de hiérarchie entre vous autres et l'homme, il n'y aura plus de maître, il n'y aura plus d'église, il n'y aura plus de secte, il n'y aura plus de ces structures-là conventionnelles qui ont été créées par l'ego parce que l'homme n'a pas la certitude. Parce que quand tu as la certitude, tu n'es plus intéressé à savoir ce que tu sais. Tu peux parler de n'importe quoi. Parce que quand tu n'as pas la certitude et la connaissance, là, tu es intéressé à savoir ce que tu sais, puis tu veux que tout le monde le sache, puis c'est ce qu'on a vécu pendant la Révolution. Oui, monsieur. À quelque part, dans un de vos livres, vous parlez des forces élémentales, puis vous dites que les forces élémentales viennent, à quelque part, ils se soumettent à la volonté de l'homme à un certain moment de son évolution. Bon, les forces élémentaires, ce sont des forces qui sont extrêmement primitives, qui font partie des mondes parallèles, mais qui ont leur souche dans le monde astral. Et ces forces-là ce sont techniquement des forces obéissantes, dans le sens que l'homme peut les utiliser pour son expérience de vie sur la Terre. Mais pour que l'homme puisse les utiliser, il faut qu'il ait suffisamment de conscience des mondes obscurs. Dans ce sens qu'il faut qu'il sache que les forces obéissent quand l'homme a plus peur d'elles.
Mais tant qu'il y a de la crainte chez l'homme, les forces n'obéiront pas. Ils n'obéissent pas parce que la crainte chez l'homme, c'est une énergie, c'est un phénomène astral. C'est un phénomène qui appartient autant au monde de la mort qu'au monde matériel. Et ce phénomène de crainte-là, il est extrêmement vivant dans l'expérience de l'âme. Et si l'homme n'avait pas de crainte, si le phénomène de la crainte ne faisait pas partie de son âme, autrement dit, si l'homme avait énormément de certitude, automatiquement il serait en conscience d'esprit. Et en étant en conscience d'esprit, là, il pourrait travailler avec des forces élémentales, puis les utiliser à bon escient, et se créer des mondes, autant dans l'invisible que sur le plan matériel, ou des conditions sur le plan matériel qui coïncideraient avec sa volonté. Ça fait partie de l'évolution de la conscience, puis ça fait partie de la maîtrise de certains royaumes qui, dans le passé, ont constitué ce qu'on appelle les mondes de la magie. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? C'est des intelligences, c'est des forces qui sont primaires dans ce sens qu'elles n'ont pas beaucoup d'expérience avec l'homme. Ce sont des forces qui ont été créées il y a énormément de temps dans le passé pour soutenir l'effort créatif d'entités beaucoup plus avancées. Un petit peu comme un être humain utiliserait un chien aveugle, un être humain qui est aveugle qui utiliserait un chien dompté là pour traverser la rue. Bon, mais dans les visites, tu as des entités de haut niveau qui avaient créé ces forces élémentales-là pour les servir, pour les servir techniquement. Mais avec le temps, ce qui est arrivé, c'est au cours des millénaires, puis des âges, ces forces élémentales-là ont perdu contact avec leur créateur, et éventuellement, elles se sont retrouvées dans des mondes un petit peu plus bas en vibration, où il ne se passe pas grand-chose. Parce que le contact avec... une fois que le contact avec leur maître a été rompu, ces forces élémentales-là ont subi un petit peu le même genre de situation que l'homme a subi quand le contact avec l'ajusteur de pensée a été brisé au début de son évolution. On découvrira un jour que... ça, c'est intéressant. On découvrira un jour qu'un être, sur un plan de conscience, est toujours en relation avec un autre être sur un autre plan de conscience. Ça n'existe pas, ça, des êtres qui sont sur un plan de conscience et qui sont tout seuls là. Il y a toujours une relation. Il y a une relation entre le plan minéral, le plan des plantes. Il y a une relation entre le plan des plantes, le plan animal. Il y a une relation entre le plan animal et l'homme. Il y a une relation entre l'homme et le surhomme. Il y a toujours des relations parce que ça prend toujours un taux vibratoire supérieur pour supporter un taux vibratoire inférieur. C'est comme ça que l'évolution se produit, sinon il n'y aurait pas d'évolution. Alors, dans le cas des forces élémentaires, c'est ce qui s'est produit. À un certain moment donné, il n'était plus utile. Donc, c'est comme si elles ont été mises de côté. Mais en étant mises de côté, elles se sont retrouvées sur des plans dits inférieurs, c'est-à-dire des plans qui ne pouvaient pas facilement évoluer. Puis c'est pour ça que ces intelligences-là sont réellement primaires, sont pas réellement intelligentes, par contre, sont pas nécessairement mauvaises non plus, mais elles répondent à l'homme seulement quand que lui a éliminé de sa conscience le phénomène de la crainte. Puis c'est très occulte, la crainte. Là, vous allez dire, mais comment est-ce que l'homme en arrive à éliminer la crainte de son âme en relation avec des forces élémentaires? Ça se produit dans ce qu'on appelle les initiations. Dans une initiation, l'homme est amené à éliminer la crainte qui fait partie des structures archaïques de son âme, et éventuellement, il développe des propensités à traiter avec certaines forces occultes. Il développe un langage même occulte qui est approprié pour commander à ces forces-là. Puis ça fait partie des mystères de l'âme, puis des mystères de la conscience, puis des lois occultes des mondes invisibles. OK? D'autres questions? Okay. Je parlais de la curiosité. Fait que c'est intéressant. On dit que ça revient à la curiosité, ce que vous me demandez, là. Bon, je vous réponds parce que j'ai goût de vous répondre, là. Mais toujours faire attention à la curiosité pareil. Parce que ça change rien. Ça va rien changer à votre vie de savoir ça.
La seule chose même que ça peut faire, si vous êtes voyant, ainsi de suite, ça peut ouvrir votre écran mental, vous pouvez voir ce que je dis. Puis c'est pas toujours bon de voir ce que je dis, parce que voir ce que je dis, ça peut vous amener souvent à une prolongation après notre entretien. Ça peut mener à une prolongation quand vous allez chez vous, vous couchez le soir, puis il y a toute une continuité. Il y a des gens qui sont très, très voyants, hein. Puis quand tu leur parles occultement, ils le voient, et ainsi de suite, puis là, ils s'en vont chez eux, puis ça continue. Puis ça, si c'est pas contrôlé ou même enrayé un jour, mais ça peut mener à une forme de débilité psychique, et ainsi de suite. Fait que ça va loin, là. Ça va loin, là-bas. Il y a une personne qui me dit un jour, M. Bernard, j'appartiens à un groupe, à une école où on fait, par exemple, on fait des laboratoires mentaux. Un laboratoire mental. Je pense que c'est comme ça qu'on m'avait dit ça. Laboratoire. Fait que, puis elle dit, dans mon laboratoire, mais je fais venir un personnage. Il y a un personnage qui vient dans mon laboratoire. Ça se passe tout dans sa tête, ça. Puis, elle dit, je communique avec ce personnage-là. Puis elle dit, bien intéressant. Fait que j'ai dit, savez-vous d'où il vient, votre personnage? Connaissez-vous son origine, sa source? Avez-vous procédé à un dévoilement de sa forme? Puis elle dit, qu'est-ce que vous voulez dire, procéder à un dévoilement de sa forme? Mais ça veut dire que, bon, pas dans votre cas, là, mais ça veut dire que si Satan est à vous apparaître, il va pas vous apparaître sous la forme de Satan, avec une queue, puis il va vous apparaître sur une forme là, qui est palatable, qui vous énerve pas trop, là. J'ai dit, vous êtes pas privé de cette action-là. Elle dit non. J'ai dit, je vais vous montrer d'où il vient votre mage, là, votre monsieur dans votre écran mental. Puis là, avec elle, naturellement, je peux plutôt vous raconter ce que j'ai fait, là. J'ai dit, êtes-vous capable de voir un rayon rouge, là, comme une ligne rouge, là? Elle dit oui, puis elle était bonne, elle voyait, vite. Puis là, à partir du moment où elle a vu la ligne rouge, qui était le conduit psychique entre ma parole puis les plans astraux, là, je l'ai amené éventuellement à voir à l'origine de la forme qu'elle voyait sur le plan astral. Elle a été tellement effrayée, sa colonne vertébrale est devenue totalement chaude, elle a eu tellement peur qu'elle a tombé sa connaissance. On a fallu la raviver, puis après ça, ça a été fini pour elle, ces affaires de laboratoire là. Puis, qu'est-ce qu'elle a appris de ça? Elle a appris, comme plusieurs personnes devraient apprendre, que ce qui rentre dans ton esprit, dans ton mental, faut que tu en connaisses la provenance. Tu laisses pas rentrer n'importe qui chez vous. Tu sais, quand tu laisses rentrer quelqu'un dans ta maison, que c'est pas un voleur, que c'est pas un tueur, c'est la même chose au niveau du mental. Quand il y a un bonhomme qui rentre dans ton esprit au niveau de ces exercices-là, faut que tu saches d'où il vient. Mais ça nous a pas été enseigné, ça. Puis la raison pour laquelle ça nous a pas été enseigné, c'est parce que pendant l'évolution, on a été magnétisé par la magie. On aimait la magie. Il y a des gens qui vivent toute leur vie par rapport à ce qu'on appelle la magie, c'est-à-dire la relation plus ou moins informée avec l'astral. Mais ça peut avoir son prix, puis ça peut être très dangereux. Très dangereux. Ça fait que ces choses-là, l'homme en arrivera à se protéger contre ça quand il va développer ce que j'appelle un esprit critique absolu. Pendant l'évolution, on n'a pas développé de conscience critique absolue parce qu'en tant que penseur, on ne s'était pas donné l'autorité de parler. On s'était donné simplement la capacité de penser, mais pas l'autorité de parler. Dans l'évolution, l'homme va s'enlever la capacité de penser en passant au stade de la télépathie avec le mental, donc il va savoir qu'il pense ce qu'il pense. Par contre, sa compensation, c'est qu'il va se donner l'autorité de parler. Comprenez-vous ce que je veux dire? Fait que pendant l'évolution, on avait la capacité de penser, on n'avait pas l'autorité de parler. Dans l'évolution, on a la capacité de penser, autrement dit la réflexion purement subjective, unidimensionnelle,
que l'homme a connu pendant l'évolution va s'éliminer. L'homme va vivre une communication télépathique et à ce moment, puis en compensation, l'homme va développer le pouvoir de la parole. En développant le pouvoir de la parole, l'homme va pouvoir développer une conscience critique absolue, c'est-à-dire, il sera capable de confronter les sphères. Confronter les sphères, ça veut dire confronter n'importe qui apparaît sur les plans astraux. Tu confrontes les sphères. Fait que si tu vas dans une école puis qu'on t'enseigne de créer un laboratoire mental puis tu as une entité qui apparaît là, ben, tu confrontes les sphères, tu dis tu questionnes l'entité, tu lui demandes un dévoilement, puis finalement, si l'entité ne veut pas se dévoiler, à ce moment-là, tu as un gros problème, puis éventuellement, elle va être obligée de le faire parce qu'elle ne pourra pas résister à ta lumière, puis un jour elle va disparaître. Parce que une entité du plan mental n'apparaîtra jamais à l'homme sur le plan astral. Donc, jamais vous verrez votre ajusteur de pensée sur le plan astral de votre conscience. Par contre, vous pouvez avoir sur le plan astral de votre conscience des manifestations personnifiées de forces astrales, de différents œcumènes, comme par exemple un guide spirituel ou un Indien. Vous vous rappelez l'histoire des Indiens dans le temps? Tout le monde avait son Indien. On avait tout notre Indien. Moi, j'étais un Indien, puis là, moi, mon guide, c'était un Indien, c'était un cri, mon autre guide, son guide, c'était un Mohawk. On avait tous nos Indiens, t'sais. Mais ça fait toute partie des jeux de la conscience astrale du 20e siècle. Puis un jour, mais ça va disparaître. Quand tu rencontres quelqu'un, c'est clair, ou quand il y a un envahissement de ton territoire, de ton état, de ton mental, de ta conscience psychique, il faut que tu sois très alerte, puis tu t'occupes de savoir d'où vient cette entité-là. C'est quoi son origine? Qu'est-ce qu'elle va là? C'est quoi son origine? Parce que si vous ne savez pas, ben, à ce moment-là, vous allez être en contact avec une entité qui peut avoir une belle forme, qui peut se manifester à vous comme ayant une grande sagesse, alors que l'entité vient des bas fonds de l'astral. Oui. Ça fait encore partie des lois du mensonge cosmique que je vous parle tout à l'heure. Oui. C'est ça. Il faut que vous connaissiez leur identité. Vous connaissiez leur identité. Vous ne laisseriez pas n'importe qui rentrer chez vous. Vous ne pouvez pas laisser n'importe qui rentrer dans votre tête. C'est très dangereux. Puis il y a beaucoup de gens dans le monde, il y a beaucoup d'écoles dans le monde, de sectes dans le monde, de groupes dans le monde, de groupuscules dans le monde qui utilisent ces techniques-là. Puis les gens qui en sont responsables, souvent en sont même pas conscients. Fait que je les blâme pas personnellement, dans le sens que ils font pas exprès, c'est pas de la mauvaise volonté, c'est pas qu'ils veulent induire les gens en erreur, c'est qu'eux sont déjà en erreur. Fait que quand le boss est en erreur, imagine-toi l'étudiant. C'est très grave. Puis c'est pour ça que j'ai toujours été contre les sciences occultes, les sciences ésotériques dans la province de Québec. Puis je vais l'être probablement jusqu'à temps que je disparaisse parce que il y a beaucoup de re-questionnement à faire, il y a beaucoup de réévaluation à faire. Il faut que l'homme, de par lui-même, puisse étudier ce qui fait partie de son patrimoine ésotérique. Tu peux pas prendre ça comme du cash. Oh, viens m'a te présenter quelqu'un qui fait des laboratoires dans ta tête, là, puis c'est bien intéressant. Tu peux pas mettre ton esprit à la disposition de n'importe qui comme ça, surtout quelqu'un qui sait pas lui-même qu'est-ce qui se passe. C'est très grave. Très grave. Si vous alliez dans ma position, vous verriez que vous connaîtriez beaucoup de monde qui ont été pris dans ces situations, puis qui ont été psychologiquement délimités au cours des années. Fait que c'est pour ça que j'ai fait... c'est pas tellement que je me suis mis en opposition contre les sciences ésotériques. C'est merveilleux, les sciences ésotériques. C'est merveilleux, les sciences occultes. Mais, comme n'importe quoi, il faut être averti, il faut savoir ce qui se passe, il faut comprendre, il faut avoir le contrôle. Si on n'a pas le contrôle, ça peut devenir très, très dangereux. C'est pas comme la science normale, là. Aller à l'église catholique, il n'y a pas de problème. Dans l'église, comment tu pries Saint-Joseph, il ne se passera rien de grave avec toi. Au contraire, au niveau moral, c'est très bon. Mais quand tu rentres dans les sciences occultes, puis tu commences à aller trop loin là-dedans, puis tu connais pas ton engagement, tu ne reconnais pas ton engagement par rapport à ce qui se passe au niveau des plans, là, à ce moment-là, tu risques éventuellement de te faire extrêmement astraliser. Oui. Ça, c'est très bon, votre question. L'esprit critique absolu va découler uniquement au cours de votre expérience,
au cours de votre évolution, de votre souffrance personnelle. C'est votre souffrance personnelle qui va vous donner la critique absolue. C'est pas votre lien avec le contact. Parce que le contact, c'est une mise en scène réelle dont la réalité dépend de votre critique absolue. Autrement dit, moi je regarde simplement mon expérience en 69 avec le contact que j'ai eu, puis même la manifestation éthérique du contact que j'ai eu, puis je vois l'évolution depuis ce temps-là. Comment est-ce que je traitais avec le contact en 69, puis comment est-ce que je traite avec le contact aujourd'hui, puis c'est très très différent. Pourquoi? Parce qu'à cause de mon initiation, j'ai énormément souffert pour connaître les dessous de l'affaire, puis en connaissant les dessous de l'affaire, éventuellement, j'en suis arrivé à développer ce que j'appelle la critique absolue, c'est-à-dire la capacité que doit avoir tout homme de confronter une entité. Par quoi? La parole. Si t'as pas ça, ben à ce moment-là, ben, tu demeures un être de l'évolution, tu demeures façonné par les systèmes de croyance. Fait croire à l'Église catholique ou croire à ton entité astrale ou ton entité mentale, c'est la même chose. À partir du moment où tu crois, tu es en soumission psychologique ou psychique par rapport à une idéologie qui, dans ce cas-ci, étant occulte, peut éventuellement te mettre dans des grands états de souffrance. Fait que la croyance, dans une religion, c'est pas pire, parce qu'une religion, c'est pas néfaste, à mesure que c'est pas amené à des extrêmes. Mais la croyance dans une religion, ça va de soi. Mais de la croyance dans des systèmes parallèles, dans des sciences occultes, ou dans des entités surtout, qui sont en communication avec toi, c'est très grave, et c'est une des raisons pour laquelle, dans un sens, ma vie est totalement dédiée à cette confrontation-là. Très grave. Fait que l'homme est encore trop spirituel pour pouvoir par lui-même identifier les dangers de la croyance, mais un jour, il va en arriver à pouvoir le faire. Puis ça va venir au fur et à mesure où il va pouvoir bénéficier des souffrances aiguës qu'il aura vécues pendant une certaine initiation solaire. Puis laisse-moi vous dire que l'homme aura la certitude, puis il aura la critique absolue, et l'homme ne se fera plus manipuler par les plans, et c'est à ce moment-là qu'on aura ce qu'on appelle une fusion intégrée. Bye. L'événement lui-même sera mis de côté.